Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 de la saison 3 de Dans le Mille. Donc on se retrouve après une petite absence. Il va falloir se faire à l'absence de Jules pour encore quelques semaines, mais on espère très bientôt son retour au podcast. Écoutez, ce soir, un épisode quand même spécial. On va couvrir beaucoup de sujets à propos du hockey féminin, la LPHF, le U-Sport, un peu tout ce qui se passe avec le camp d'entraînement qui arrive. Mais avant de rentrer là-dedans, je voulais, comme d'habitude, remercier nos deux sponsors. Perfoelite.com pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit hors glace ou sur glace, c'est-à-dire des entraînements, ça peut être de la préparation mentale, des entraînements dans le gym, des entraînements sur la glace avec des coachs, perfoelite.com, toute une équipe d'experts là-bas. Et puis deuxièmement, notre outil de recherche numéro 1 quand on fait des podcasts, selon moi, le site de statistiques gratuit le plus complet dans le hockey et puis encore plus complet quand on prend l'abonnement premium, c'est eliteprospect.com. Avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais pour un abonnement annuel. Donc, Elite Prospect, à chaque épisode, on l'utilise pour aller vérifier des statistiques. Quand vous avez le premium, vous avez accès à des guides de repêchage, des guides de pool, des comparaisons entre les joueurs, des game logs, donc c'est-à-dire tous les matchs qu'ils ont joués, combien de points ils ont mis. Donc, DLM30 pour 30% de rabais sur l'abonnement annuel. Écoutez, ça y est, là, les partenaires sont faits. On a beaucoup à couvrir ce soir. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon invité, Pat Laprade. Salut Pat, ça va bien? Salut Renaud, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, Pat, toi, c'est particulier parce que il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être avoir vu dans le titre puis ils vont se dire, hein, Pat Laprade, moi, quand je l'ai vu, il écrivait des livres puis il parlait beaucoup de lutte. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment est-ce que tu t'es rendu à couvrir le hockey féminin. Ouais, ben le hockey féminin, en fait, moi j'ai toujours été quelqu'un qui suivait ou qui aimait regarder du sport féminin et même, je vais faire un lien avec la lutte. J'ai ma propre promotion de lutte féminine, Femme Fatale. Je suis le promoteur depuis 2018. J'étais impliqué avec la promotion avant d'être le promoteur. Donc, le sport féminin m'a toujours attiré. Puis, le hockey féminin plus précisément, j'ai commencé à découvrir, ben, je ne veux pas dire découvrir, mais plus à connaître les gens en arrière en arrière de la scène à cause de Kevin Raphaël. Kevin Raphaël, avec qui j'anime la lutte à TVA Sport, qui a encore en fait à chaque année la classique CAR, donc un match de hockey bénéfice l'été, où il y avait, il y a encore des joueurs de la Ligue nationale, mais aussi des joueuses de hockey. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître les Marie-Philippe Poulain, les Laura Stacey, les Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes, etc. Et puis est arrivée ensuite l'aventure de la Force de Montréal. Ouais. Donc, la Force de Montréal, qui était dirigée par Kevin. Et je suis devenu l'annonceur maison de l'équipe. Alors, j'ai eu à côtoyer ces joueuses-là encore plus, à me faire encore plus de contacts dans le milieu. J'étais prêt pour une deuxième saison. Et là, évidemment, comme on le sait, la PHF a été achetée par la LPHF. Et puis, je me suis dit, j'aimerais ça continuer à minimalement couvrir le hockey féminin parce que je trouvais qu'il y avait un manque. Il y a beaucoup de personnes qui en parlaient, mais je ne trouvais pas qu'ils en parlaient de la bonne façon. Moi, j'aime traiter mes sujets comme d'un point de vue journalistique, d'un point de vue reporter, comme n'importe quel autre sport va être traité. Ça soit je l'ai fait avec la lutte et je me disais, le hockey féminin, ça doit être traité de la même façon. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui en parlaient, mais qui en parlaient toujours de façon positive, toujours en essayant de trouver une façon de promouvoir le hockey féminin. Et je suis évidemment pas contre le fait de promouvoir le hockey féminin, mais à un moment donné, tout n'est pas toujours rose. Ça n'existe pas. C'était pas ça dans le monde de la lutte, c'est pas ça dans le monde du hockey féminin, c'est pas ça dans aucun autre sport. Puis je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose, une fenêtre pour moi où je pouvais arriver et avoir un sens peut-être un petit peu plus critique du hockey. Puis je veux pas dire que je suis le seul, là, évidemment, là, mais c'est juste que je trouvais qu'il y avait peut-être un manque au niveau francophone à ce niveau-là. Puis je me suis dit, écoute, je vais me lancer là-dedans. J'avais évidemment beaucoup de contacts dans le milieu depuis la Force et depuis, mes animations avec la classique KR. Et puis, je me suis lancé là-dedans l'automne dernier en prévision de la première saison de la LPHF. Parallèlement,
Ben, j'ai commencé à suivre aussi le hockey universitaire québécois. Ouais. Parce que, bon, plusieurs joueuses qui étaient universitaires l'an dernier, je les avais connues justement avec la classique KR, entre autres. Alors, j'ai commencé à suivre ça avec plus d'intérêt. Et puis, c'est un peu comme ça a commencé. Puis, tu sais, justement, de la perspective de quelqu'un qui a été impliqué dans le hockey féminin depuis quand même, tu sais, quelques années avant que la LPHF arrive avec maintenant la victoire de Montréal, comment est-ce que tu as trouvé un peu, tu sais, de ta perspective, l'engouement autour du hockey féminin l'année dernière? Parce que, tu sais, nous, on s'est croisés à des matchs de U-Sport. J'ai vu pas mal d'articles l'été passé, juste avant l'été, quand c'était les séries éliminatoires de U-Sport suite à la saison de Concordia. Puis honnêtement, moi, c'est pas quelque chose. Tu sais, le U-Sport, hockey féminin, ça, c'est pas nouveau. Ça fait quand même une quinzaine d'années, vingtaine d'années que ça existe, mais on n'a jamais vu une couverture autant complète, en tout cas je suis jeune, là, mais de mon jeune temps, depuis que je regarde le hockey, j'ai jamais vu une couverture autant complète, autant proche de ces séries-là. RDS était au dernier match des Concordia à l'Université de Montréal. Comment tu as trouvé ça un peu, cette énergie-là, autour du sport féminin, là? Ben écoute, je pense que je suis peut-être arrivé à un bon moment, justement, parce qu'il y a une effervescence pour le hockey féminin. Évidemment, principalement à cause de l'avenue de la LPHF, puis du fait que les meilleures joueuses sont réunies dans une même ligue. C'est sûr, il y a eu une effervescence, puis on l'a vu avec les assistances que la Victoire de Montréal a eu la saison dernière. Maintenant, le niveau universitaire, ben je trouvais que j'arrivais dans un bon moment aussi, parce que justement, les Stingers de Concordia, avec leur saison parfaite, je pense, leur saison régulière parfaite, devrais-je dire, mais je pense que ça aussi, ça a marqué les gens, ça a marqué les médias. Tu sais, c'est difficile de faire parler d'un sport plus niché dans les médias. OK? Je l'ai vécu avec la lutte, c'est pas évident. Faut que tu trouves les bons angles, faut que tu trouves les bonnes façons de le faire. Et puis, le hockey féminin, ben, avec cette séquence-là de Concordia, ben, c'était justement la raison parfaite de parler de hockey universitaire québécois. Je trouve ça dommage parce que ça prend toujours un événement plus spécial pour en parler. Puis c'est peut-être aussi pour ça que cette année, ben, j'ai décidé de le suivre avec encore plus je ne veux pas dire de sérieux, mais de façon plus rapprochée. Tu sais, l'an dernier, j'ai été à quelques matchs. Souvent, c'était principalement à Concordia. Cette année, bon, j'ai été à Concordia, j'ai été à la Place Belle où les Martlets de McGill jouent leur saison cette année. Vendredi, je vais être au Sepsum. Si la température est clémente, c'est pas impossible de faire un tour à Sherbrooke pour voir les Gators de Bishops. Bref, je trouve que c'est un pour moi, quand j'explique au monde qui ne suit pas le hockey féminin ce que c'est le hockey universitaire, c'est le hockey universitaire, il faut voir ça. Si on veut faire le comparatif avec le hockey masculin, il faut comparer avec la LHJMQ. Parce que les espoirs de demain, les espoirs professionnels de demain se retrouvent, si on parle du Québec principalement, mais se retrouvent en ce moment dans le RSEQ universitaire, dans ces 4 équipes-là. Évidemment, il y a des joueuses québécoises qui sont dans la NCAA, mais ça demeure du hockey universitaire aussi. Il n'y a pas de niveau junior, ça n'existe pas. C'est un peu comme le football américain, le basketball, où il faut se déclarer disponible, il faut se rendre disponible pour le repêchage, puis ensuite, tu passes du niveau universitaire au niveau professionnel. Donc, tu arrives habituellement un petit peu plus vieille là, dans la LPHF, pour donner cet exemple-là. Alors, pour moi, le hockey universitaire québécois féminin, c'est important de le couvrir parce que pour moi, c'est la même chose que quelqu'un qui couvre la LNH. Il faut qu'il connaisse les prospects qui s'en viennent, il faut qu'il connaisse les stars de demain. Et puis c'est un peu avec cette mentalité-là que j'ai décidé de couvrir cette saison-ci. Mais je pense que l'an dernier, la série de victoires, la fiche parfaite en saison régulière des Stingers, qui ont fini par gagner le championnat canadien d'ailleurs, mais je pense que ça a été très médiatisé à juste titre. Puis en plus, il y a une de ces joueuses-là qui a été repêchée dans la LPHF, Amy Fecteau, puis qui a été la seule en plus québécoise et du U-Sports à être repêchée dans la LPHF. Donc, ça aussi, ça a fait jaser, mais Amy avait déjà commencé à faire les manchettes à cause de Concordia. Donc, il y avait déjà ça de gagné pour elle.
Ouais, puis écoute, le U-Sport, là, en ce moment, on avait fait, nous, un épisode l'année dernière où on parlait de justement le potentiel que, tu sais, quand on regarde le côté masculin là, du U-Sport, il y a un retard là, qui est incroyable avec la NCAA aux États-Unis, qui serait, tu sais, un peu les équivalents de niveau, alors que au hockey féminin, en ce moment, au Québec, au Québec, au Canada, avec le U-Sport, il y a une opportunité de justement faire en sorte que ça devienne encore plus comme la LHMQ. Tu sais, quand on regarde un repêchage LNH, à chaque année, bon, dépendamment de l'année, mais tu sais, on espère voir sortir au moins 10-15 joueurs de la LHMQ au Ouais. repêchage. Puis en ce moment, au hockey féminin, on voit vraiment ce potentiel-là. Là. Tu sais, ça serait, je pense, un bon but là, de voir sortir potentiellement dans les repêchages futurs LPHF, de tout le temps tu sais, avoir 2, 3, 4, 5 joueuses de plus du U-Sport. Mais en ce moment, si on parle juste RSEQ au Québec, un gros problème qu'il y a par rapport à ça, c'est euh, un peu le manque d'équipe. Donc, dans le sens, tu sais, la saison dernière, vu qu'il y avait 2 universités de plus d'Ontario qui jouaient dans la RSEQ, il était rendu à 6. Maintenant, ces 2 universités-là sont retournées dans la région d'Ontario. Ils sont rendus juste à 4 équipes en RSEQ. Au niveau collégial aussi, il y a plus d'équipes, mais le niveau haut est concentré dans certains cégeps. Puis, tu avais fait un article justement sur la situation de la RSEQ l'année dernière avec les 2 universités qui s'en allaient. Tu parlais un peu des Ouais. situations, des solutions potentielles. Quelle université pourrait se lancer un peu là-dedans? Je me demandais, maintenant qu'on est rendu là, on est à 4 équipes, c'est bon, c'est arrivé. Comment est-ce que ça bouge? Est-ce que tu as eu un petit peu plus d'écho de solutions? Non, ben, tu sais, moi, ce qui en était ressorti, parce que j'avais fini par parler à toutes les universités qui n'avaient pas encore une équipe de hockey féminin, c'est-à-dire l'Université Laval, l'UQAM, l'Université de Sherbrooke, le Vert-et-Or. J'avais vraiment fait le tour des différentes universités qui n'avaient pas encore un programme de hockey féminin. Puis ce qu'on me disait, ce qui en ressortait, c'était, ben, ça prend du temps. Mhm. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, évidemment. Puis, il y a vraiment un souci aussi d'avoir une parité, ou pas une parité, mais une équité plutôt, masculin-féminin. C'est-à-dire que, par exemple, à l'Université Laval, ben, on n'a pas plus une équipe de hockey masculine. Ouais. Donc, si on est pour en avoir une féminine, ça en prend une masculine. Alors là, à ce moment-là, ça te prend aussi des installations qui peut contenir 2 équipes de hockey. Ça te prend encore plus d'argent, ça te prend encore plus de personnel. Donc, c'est quelque chose que tout le monde veut ou presque, mais c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Maintenant, là, on parle beaucoup cette semaine de la venue d'un match de la LPHF à Québec et d'une future expansion la saison prochaine dans la LPHF. On ne pensait pas que ça pourrait arriver si tôt. Et évidemment, ben, Québec va faire partie des candidates. Moi, je pense qu'ils sont bien positionnés pour avoir une équipe. Et ça pourrait peut-être changer aussi la donne. Justement, parce que à cause de l'importance de l'Université Laval ici au Québec et dans le sport universitaire, on le voit avec le football, le programme de football qui n'est plus à tout le monde connaît le programme de football du Ouais. Rouge et Or de l'Université Laval. Cette rivalité-là avec les Carabins, entre autres, ben, je pense que ça pourrait peut-être faire accélérer les choses, d'avoir une équipe à Québec, de voir l'engouement pour le hockey féminin. Et parce que c'est le seul niveau où on n'aurait rien. On aurait une équipe professionnelle. Au niveau collégial, les Titans du Cégep Limoilou, c'est comme l'un des plus importants programmes, si ce n'est pas le plus gros programme de hockey féminin collégial. Bon, il y en a d'autres, là, John Abbott, entre autres, il y a Dawson, bon, il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que Limoilou, année après année, performe. Pascal Dufresne, là-bas, fait un travail exceptionnel, puis depuis des années. Et là, ben, on n'aurait rien au niveau universitaire. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait mettre un peu de pression du côté de Laval, mais je comprends qu'il y a des enjeux. Je comprends que c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Mais oui, si on pouvait ajouter 1 ou 2 équipes, ça pourrait être bien. Maintenant, l'autre truc qui était ressorti de mes discussions l'an dernier, c'était au niveau de la profondeur de talent, la profondeur au niveau des joueuses. Est-ce qu'il y a en ce moment assez de joueuses pour contenir 2 nouvelles équipes
dans le réseau universitaire québécois? Je ne suis pas certain. Une, peut-être. Deux, c'est peut-être un stretch là, en ce moment de penser ça. Est-ce que ça va le devenir éventuellement? Ben peut-être, parce qu'évidemment, la LPHF, dans la mesure où ça continue à bien aller comme ça va faire en sorte qu'il va y avoir des jeunes filles qui vont commencer à jouer au hockey. Mais en ce moment, si la LPHF a convaincu, je ne sais pas moi, une centaine de petites filles de 7, 8, 9 ans de jouer, ben avant qu'elles soient d'âge collégial et ensuite universitaire, ben on en a encore pour presque une dizaine d'années, là. Donc, ça aussi, là, ça se fera pas rapidement. Maintenant, est-ce que ça peut faire aussi en sorte que des jeunes filles de 14, 15, 16 ans pensent à continuer à jouer au hockey étant donné qu'il y a maintenant une ligue professionnelle, puis bon, mais potentiellement 8 équipes dans cette ligue-là, peut-être plus éventuellement, mais peut-être aussi, c'est peut-être des filles, certaines d'entre elles auraient peut-être arrêté avant de continuer, mais en même temps, les meilleures auraient continué, puis ça, c'est l'autre problème, Renaud, c'est que souvent, les meilleures joueuses québécoises, et puis je ne veux pas le phraser comme ça, mais parmi les meilleures joueuses québécoises, et beaucoup d'entre elles s'en vont vers la NCAA. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est un problème parce que ça veut dire qu'ici au Québec, au niveau universitaire, par exemple, on ne bénéficie pas de nos meilleures joueuses, contrairement, par exemple, à la LHJMQ, où la majorité des meilleurs prospects québécois sont dans la LHJMQ et quelques-uns sont dans la NCAA ou ailleurs. Au hockey féminin, c'est l'inverse. La majorité, imagine si on avait une Marianne Picard qui jouait ici au Québec ou si on avait une Ève Gascon qui garderait les buts à peu importe l'université, ça serait autre chose, tu comprends? Donc, je pense que ça aussi, c'est un autre enjeu. Essayer de trouver une façon de garder les joueuses québécoises ici. Et je pense que d'avoir peut-être un programme ou deux de plus universitaire, d'avoir un plus grand bassin, d'avoir une équipe, 2 équipes au Québec professionnelles, je pense que ça, c'est toutes des choses qui vont aider la chose. Mais tout ça, là, ça ne se fera pas à l'intérieur d'une année ou deux. T'sais. Puis, je me demandais, toi, des matchs que tu es allé voir pour cette année en U-Sport, tu as dit, tu es allé voir Concordia, c'est ça? J'ai été voir Concordia. En fait, j'ai vu toutes les équipes à date. Okay. J'ai vu les 4 équipes. Peut-être pas à domicile, mais j'ai vu les 4 équipes. Ah ben c'est excellent, ça va participer encore plus à ta réponse. Moi, j'en ai vu 3 des 4. Et puis, vu que la saison dernière, on avait vu quand même Santerre venir faire une saison incroyable, Leucier venir faire une saison incroyable, les Gators, ça a donné comme un peu de vie à leur programme qui était relativement nouveau, puis que pour le moment n'avait pas eu grand succès. Ça a donné comme un peu un vent d'espoir. Puis j'ai l'impression que ça a quand même motivé. C'est sûr que, encore une fois, cette année, la top joueuse collégiale qui jouait au RSEQ l'année dernière, elle est partie à NCAA, mais on a quand même beaucoup de noms. Si on regarde, admettons, si on se base juste sur les points, dans le top 10 des points de l'année dernière, au niveau collégial au Québec, il y a quand même beaucoup de noms qui se retrouvent cette année dans le circuit universitaire. Je pense que c'est quand même bon signe. Puis je me demandais, moi, quand j'ai vu... j'ai vu les Carabins qu'on jouait contre les Gators et les Gators contre Concordia. Bon, Concordia, ça reste Concordia. Ils sont incroyables. Ils ont fait une remontée contre les Gators. Mais dans le match Carabin-Gators, j'ai quand même vu du côté des Gators un jeu un petit peu plus organisé, comme une coche de plus que l'année dernière. Puis du côté des Carabins, écoute, ça reste de la contre-attaque, un peu le même système que l'année dernière. Mais j'ai aussi vu... eu l'impression d'avoir un petit step-up sur les jeux, que les nouvelles joueuses qui arrivent du collège ont vraiment, c'est plus des joueuses d'impact que, admettons, dans certaines années où on pourrait dire, OK, mais là, on a juste eu les restants de la NCAA, pas pour rien enlever à des joueuses qui vont en U-Sport, c'est toutes des joueuses incroyables à un super haut niveau, mais dans une année où, admettons, tu as 5 top joueuses puis qu'il y en a 3 qui se retrouvent en NCAA, peut-être que je me demandais, toi, est-ce que tu as remarqué ça un peu dans les matchs que tu as vus? Ben, moi, ce que j'ai surtout remarqué jusqu'à présent, c'est à quel point l'écart se resserre entre les équipes. Puis c'est quelque chose, j'ai parlé à tous les entraîneurs, en fait, toutes les entraîneuses. Oui, c'est ça, c'est 4 entraîneuses. Les 4 voient la même chose, là. On voit un écart se rétrécir. Oui, Concordia est encore fort. Concordia, par contre, manque de profondeur comparativement à l'année passée. C'est normal. Quand tu perds, entre autres, 2 filles comme Amy Fecteau et
Rosalie Bégin-Cyr, c'est sûr que ça fait mal. Tu ne peux pas les remplacer du jour au lendemain. Mais il y a encore d'excellentes attaquantes. Tu l'as mentionné, Émilie Lucier, Jessimo Drapeau, Émilie Lavoie, Zoé Thibault. Bon, il y en a encore d'excellentes. À la défense, Léonie Filbert, Alexandra Anne Boyer, qui est la première pointeuse en ce moment dans le circuit. C'est incroyable. Puis devant le filet, tu as Leblanc et Verbeek qui sont très bonnes. Donc, c'est encore une très, très bonne équipe. C'est l'équipe à battre. Ils ne sont pas 4-0 puis numéro 1 au Canada pour rien. Maintenant, il y a quand même un écart qui se resserre. Moi, j'ai vu McGill jouer les 2 matchs contre Concordia et ils ont été dans le coup 5 des 6 périodes. Ils ont perdu les 2 matchs, mais ils ont été dans le coup 5 des 6 périodes. Merci, entre autres, à Catherine Foulem, ce transfert de Boston University, une fille du Nouveau-Brunswick qui a joué dans la Ligue Living Sichou cet été, la Ligue, entre autres, à Zach Foucalé. Et je l'avais adoré cet été. Je me disais, wow, c'est une excellente joueuse. Elle joue en plus avec Marie-Philippe Poulain sur le même duo. Et là, tu vois qu'elle est dans une classe à part dans son équipe. Sans rien enlever aux autres, là, Annika Cormier a eu un excellent match dimanche dernier contre les Carabins, mais tu vois qu'il y a quand même une différence entre Foulem et les autres. C'est normal, c'est une joueuse de 4e année qui arrive de Boston University. C'est tout à fait normal, mais ça aide quand même l'équipe à jouer du hockey plus compétitif. Et on l'a vu même contre les Carabins. La défaite contre les Carabins a fait plus mal à McGill que les défaites contre Concordia, parce que c'est un match qui était à leur portée, qui ont perdu 2-1 en fin de 3e. Ce que je remarque aussi, c'est les Gators. Les Gators, je pense qu'ils ont vraiment commencé la saison en se disant, nous, on veut une place au championnat national cette année, au championnat canadien. C'est ça. Et c'est pas pour rien que plusieurs joueuses qui auraient pu quitter ont décidé de revenir pour une 5e année parce que, justement, ils trouvaient qu'il y avait encore l'équipe pour se rendre au championnat encore plus que l'an passé. Tu sais, tu as une Gabrielle Santerre, évidemment, qui a été la joueuse de l'année au Canada l'an dernier, qui est là. Mais bon, une Maude Pépin, par exemple, qui a décidé de rester. Il y en a plein d'autres vétéranes comme ça qui ont décidé de rester. Et en plus, tu étais là au match de Concordia et Bishop. Celui-là, tu les regardes. Je l'ai vu, mais en stream. Mais j'étais en présence pour celui contre Carabin. Tu parlais de joueuses collégiales, puis je vais y arriver, mais pour moi, il y a 2 filles que j'ai qui m'ont vraiment impressionné là, depuis le début de la saison. Daphné Boutin, la joueuse de défense des Gators. Pour vrai, on dirait pas que c'est une joueuse qui a 2 matchs ou 3 matchs d'expérience dans le RSEQ universitaire. Elle a un contrôle de la rondelle, elle a un coup de patin, c'est fluide son patin, elle est toujours en contrôle de ce qu'elle fait. Elle a l'air toujours calme. Valérie Bois, l'entraîneuse, me disait, ça en est déstabilisant des fois à quel point elle a toujours l'air calme, alors qu'il y a des situations où tu te dis, comment ça se fait qu'elle s'énerve pas plus, mais le fait qu'elle soit calme, c'est justement ce qui l'aide, j'ai l'impression, à toujours faire le bon jeu. Elle a une bonne première passe, capable de monter la rondelle. Moi, je l'ai vu, il n'y avait aucun... la gardienne avait été retirée. Elle a la rondelle, puis elle se fait carrément là, mettre de la pression par une attaquante des Stingers. Et elle a réussi là, à contrôler la rondelle, là, puis à s'arranger pour la sortir de sa zone, alors qu'il n'y avait même pas de gardienne de but en arrière d'elle. C'est du jeu d'une vétérane. Elle joue comme une des meilleures défenseuses de la Ligue et c'est une recrue. Donc, vraiment, elle, c'est un atout, je pense, pour le RSEQ, puis un atout, évidemment, pour les Gators, parce que dans 2 ans, 3 ans, ça ne sera pas beau à voir, Daphné Boutin. Là, ça continue avec cette progression-là. L'autre recrue qui m'a impressionné, c'est Catherine Proulx, avec les Carabins, qui avait été l'une des meilleures pointeuses au niveau collégial l'an dernier, et là, qui s'amène avec les Carabins, puis tu le vois, là, elle a un coup de patin, elle est utilisée à toutes les sauces, là. Isabelle Leclerc lui fait extrêmement confiance avec les Carabins, puis ça se voit. Elle joue à 5 contre 5, en infériorité numérique, en avantage numérique, elle a déjà 2 points au compteur. Je pense que ça va être un des atouts. Et, du côté des Carabins et des Gators, on était toutes les deux contentes du
du recrutement durant la période estivale. Puis je pense que Catherine Proulx, avec entre autres aussi Léa Salem, qui était une autre des bonnes pointeuses l'an dernier au niveau collégial, mais je pense que ces deux-là vont venir augmenter la qualité offensive des Carabins de Montréal cette année. Donc, tu sais, tout le monde, à part les Steniers, qui n'avaient peut-être pas le même besoin, je pense que tout le monde a fini par trouver soit des joueuses de première année ou des transferts comme Catherine Foulem avec McGill pour venir augmenter la qualité de son équipe. Et je pense que ce sont aussi les raisons pourquoi l'écart se rétrécit entre les équipes. Et puis, oui, les Steniers sont encore forts, puis oui, ils vont gagner des matchs, certains matchs par un bon écart, mais je pense qu'on va avoir une saison très différente de l'année passée. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Quand on regarde le classement au début, ça serait facile de se dire, bon, finalement, c'est encore la même saison que l'année dernière, mais tu sais, pour dire ça, il faudrait vraiment avoir regardé aucun des matchs. Tu sais, on parle des Gators qui commencent leur saison avec 3 défaites. Oui, mais tu sais, justement, contre les Carabins au début, elles étaient en contrôle. Concordia, le premier match, ils ont vraiment, tu sais, ils l'ont échappé en première période. Là, il y avait un gros avantage, puis finalement, avant même que la période soit finie, ils s'étaient déjà, tu sais, quasiment fait rattraper. Mais pour une équipe avec autant de nouvelles, là, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est vraiment à quel point est-ce qu'ils jouent organisé. Souvent, j'ai l'impression, quand on regarde le U-Sport l'année dernière, les Carabins, ce qui les différenciait, c'était qu'ils étaient vraiment capables de s'installer dans la zone de l'adversaire et y rester. Là, les Gators, c'est plus jeune, c'est pas la même efficacité que les Carabins, excuse-moi, j'ai dit Carabins, les Stingers. Je veux dire, les Stingers l'année dernière, ce qui était impressionnant, c'est qu'ils restaient. Les Gators, ils n'ont pas encore cette même efficacité-là, mais je trouve qu'ils jouent un jeu super organisé. Quand ils vont en zone offensive, c'est sûr que les premiers trios, ça marche mieux qu'en bas, mais c'est normal ça. Mais je trouve que justement, ils ont le potentiel d'aller être autant gossants dans ce sens-là que les Stingers l'année dernière. Être vraiment une équipe qu'une fois qu'ils s'installent dans ta zone, ils sont extrêmement durs à sortir. Puis justement, à quel point c'est organisé pour une équipe avec autant de peu d'expérience à RSEQ, là, même s'il y en a qui ont beaucoup d'expérience. Ça m'impressionne vraiment. Oui, puis je pense que le système de jeu aussi des Carabins va aider de leur côté parce que, bon, Isabelle Leclerc est là depuis les débuts du programme ou presque. Puis ils ont un système de jeu avec les Carabins. Puis je pense que l'année passée, ce qui leur manquait, c'était un petit peu d'offense, tu sais, des filles capables de la mettre dedans. Puis je pense qu'avec justement des recrues comme Salem puis Proulx, je pense que ça va venir aider. C'est sûr qu'on a perdu Kellyanne Nadeau à la défensive. On a encore Jade Picard, mais c'est le système de jeu des Carabins. Je pense qu'il ne faut jamais prendre pour acquis. Il faut jamais. Cette année, je m'attends à ce que Concordia finisse premier. Je m'attends à ce que les Gators finissent deuxième. Mais si les Carabins finissaient deuxième au classement, je serais surpris. Absolument pas. Parce que ça serait sous-estimé justement le système de jeu d'Isabelle Leclerc et des Carabins. Mais je pense que du côté des Gators, c'est cette drive-là cette année de vouloir aller au championnat national, de justement d'avoir réussi à garder ces vétérans-là de l'équipe et d'y aller. Puis, tu sais, Gabrielle Santerre, je pense que c'est une leader incroyable. Elle a le C sur son chandail cette année. Puis, je pense que elle va tirer cette équipe-là le plus haut qu'elle va pouvoir le faire. Puis, si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Mais c'est sûr que Gabrielle Santerre ne finira pas son parcours universitaire sans avoir été aux championnats nationaux. Ça, j'y crois pas. Elle a trop de drive, puis elle a trop cette mentalité-là de vouloir réussir pour pas que ça arrive. Oui, puis écoute, on l'a reçu la saison dernière, vers la fin de la saison, Gabrielle Santerre, puis c'est juste quand on parle de comme esprit de hockey, tu sais, à quel point elle connaît son jeu. Ça n'a pas de sens. Un discours rafraîchissant, Gabrielle Santerre. C'est le fun jaser hockey avec. C'est le fun de l'écouter parler hockey. Tu as raison là-dessus. Là. C'est vraiment quelqu'un qui a une tête sur les épaules puis qui est toute une joueuse de hockey, donc toute une tête de hockey en plus. Donc, c'est incroyable. Et puis, je pense que c'est justement quelqu'un qui va... puis, tu sais, elle est là pour encore minimalement 3 années.
Puis je pense que, bon, avec Daphné Boutin, justement, qui va monter, je pense que ça fait un duo, tu sais, une défenseuse numéro 1 puis une attaquante numéro 1 qui va faire en sorte qu'éventuellement, cette équipe-là va se ramasser aux nationaux. Ça pourrait très bien être cette année. Moi, c'est ma prédiction. Ouais. Mais bon, tu sais, les prédictions... tu sais, 7 matchs contre chaque équipe aussi, Renaud, ça va faire une différence. Parce que surtout les back-to-back, il y a 11 fois durant la saison où des équipes vont jouer soit 2 fois en 2 soirs à domicile puis à l'étranger ou deux fois en 3 jours, c'est-à-dire le vendredi puis le dimanche. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu affrontes la même équipe 2 fois en 2 ou 3 jours, ben c'est différent de si tu affrontes 2 équipes différentes ou si tu as juste un match ce week-end-là. Les Carabins, par exemple, je parlais à Isabelle Leclerc dimanche qui me disait ben, c'est dur pour nous. Parce que là, tout le monde a 4 matchs, mais nous, on en a juste 2. Ouais. Nous, on en a juste 2, puis ça fait qu'ils ont joué le vendredi, le premier match, puis ils ont attendu jusqu'au dimanche de la semaine suivante pour jouer. C'est quasiment 10 jours d'arrêt entre les deux où tu pratiques. Et qu'elle dit, moi, je m'attendais à ce que l'équipe sorte un peu plus fatiguée dans son match. Là, c'était le match contre McGill dimanche. Donc, elle n'était pas nécessairement surprise de ça, mais c'est les caprices du calendrier cette année avec une ligue à 4 équipes seulement. Oui, puis écoute, moi, je parlais à Théo Lambert, là, un des recruteurs pour les Carabins, puis c'est ça qu'il me disait aussi en texte entre les deux matchs. Il disait, tu sais, c'est vrai, il disait qu'il trouvait ça vraiment difficile de commencer la saison contre les Gators, faire une petite remontée, mais tu sais, un match où ils se sont battus jusqu'à la fin, avoir une victoire, puis là, 6 jours, t'as pas de match, t'as pas de hockey. Fait que, écoute, ça va être une adaptation à faire. Maintenant, je voulais te parler justement du niveau au-dessus, là, plus LPHF. Il n'y a pas longtemps, on a vu la liste du camp d'entraînement de la victoire qui sort. Je sais que tu as sorti un article sur hockeyféminin.ca là-dessus. Tu peux-tu nous dire un peu c'est quoi les postes qui sont en jeu pour la victoire de Montréal? Est-ce qu'on pourrait voir beaucoup de joueurs faire l'équipe après le camp ou bien les places sont assez limitées cette saison? Bien, c'est sûr, si tu regardes juste au niveau des contrats qui ont été accordés, les places vont être limitées. On a 11 attaquantes, 6 défenseuses et 2 gardiennes de but de signer en ce moment. Donc, on sait c'est 23 joueuses qui peuvent être sous contrat. Ça te prend 3 gardiennes. Donc, il y a une 3e gardienne de but qui va être signée. Ça, c'est correct. Mais l'an dernier, la 3e gardienne de but, Marlène Boissonneau, n'a joué aucun match. Ouais. Donc, la 3e gardienne, OK, c'est le fun, tu es là, mais en même temps, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas jouer. Maintenant, ce qui veut dire que si on prend pour acquis qu'il va y avoir 13 attaquantes, 7 défenseuses et 3 gardiennes de but, ben, ça veut dire qu'il y a une défenseuse à signer et 2 joueuses d'attaque. C'est pas beaucoup, là. C'est 4 postes de libre pour combien avaient été invités. Là, je me rappelle plus du chiffre, mais je pense qu'on a invité une trentaine, 31 joueuses, je pense. Ouais, c'est le plus grand nombre de joueuses invitées à un camp, c'est Montréal qui l'a. Donc, c'est ça, il n'y aura pas de grand poste de disponible. Je pense notamment à la défensive. Ben, techniquement, tes 6 défenseuses, ils sont déjà signés. Et là, tu arrives au camp, et là, tu as Anna, oh mon Dieu, pourquoi j'oublie son nom? La Suédoise, là, je m'en veux parce que son nom de famille me vient. Il y a 2 Anna, ça me mélange tout le temps, il y a 2 Anna avec l'équipe de Montréal. Si tu trouves l'info, tu me le diras, là, mais c'est la capitaine de l'équipe suédoise, une joueuse de 30 ans, une vétérane, qui joue en Suède, évidemment, depuis des années, qui a participé à des championnats mondiaux, à des Olympiques. Elle n'arrive pas ici pour être sur la liste de réserve à 15 000 par année, tu comprends? Elle arrive ici pour signer un contrat. Elle a été repêchée au 5e rang. D'ailleurs, c'est elle qui a été repêchée au moment, si je ne me trompe pas, où on croyait que la victoire repêcherait Amy Fecteau. Et puis, à ce moment-là, ben, j'ai comme l'impression que c'est le 7e poste, ou en tout cas le dernier contrat. Anna Gzebin, ça se peut-tu que ce soit elle? Anna Shelbin. Shelbin, okay, c'est comme ça qu'on le prononce. Okay. Anna Shelbin, c'est ça, exactement. Donc, elle, j'ai comme l'impression que le poste va lui être remis. Tu sais, le poste de il y en a une des 7, peut-être pas elle, mais il y en a une des 7 qui jouera peut-être pas. Ce qui veut dire que les 3 postes de réservistes, ben, il y a peut-être une défenseuse qui va avoir un poste de réserviste. C'est correct, mais ce que je veux dire quand je parle des 23 joueurs sous contrat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes à ce niveau-là. Une réserviste,
tu sais jamais ce qui peut arriver. Oui, il y a l'histoire de Catherine Dubois l'an dernier, qui est une histoire incroyable. Commencer la saison sur la liste de réserve. Finalement, il y a des blessés. Elle joue, elle se mérite un contrat régulier, devient une des chouchous du public et des médias. Et là, ben, cette année, signe un contrat d'une année qui n'est pas un contrat garanti, là, rappelons-le. Là. Au camp d'entraînement, si elle connaît vraiment un mauvais camp, ben, pourrait se faire... pourrait être libérée de son contrat quand même. On ne lui souhaite pas, puis je ne pense pas que ça va arriver, mais c'est quand même une possibilité. Donc, ça, c'est l'histoire de Catherine Dubois, mais il y a Liliane Perrault qui n'a pas joué un match l'année passée et qui était réserviste au début. Donc, il y en a d'autres qui... le poste de réserviste n'est pas un poste assuré, ce n'est pas un poste payant. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que, comme je disais tantôt, à 15 000 par année, ou là, c'est rendu probablement 15 000 plus le 2 d'augmentation, ça ne paye pas les comptes à la fin de l'année. Puis tu es obligé peut-être d'avoir un autre travail ou d'avoir vraiment la simplicité volontaire va s'appliquer, là, sinon, tu sais. Donc, c'est pas évident, ce rôle-là. Évidemment, c'est un rôle parfait pour une Mélodie Daou qui ne voulait pas en avoir plus. Mais c'est pas tout le monde qui veut ça. Alors, je prends pour exemple Kellyanne Nadeau, qui a reçu une invitation. Ben, si c'est tout ce qu'on lui offre, elle va avoir une décision à prendre. Est-ce que je la prends, puis j'essaie, puis je compte qu'il va peut-être y avoir des blessés au cours de la saison? Puis c'est ça un peu aussi qui est triste, c'est ces joueuses-là. Il faut quasiment qu'ils souhaitent d'avoir des blessés, puis en même temps, tu ne veux pas voir une coéquipière se blesser, tu sais. Mais c'est un peu ça la réalité quand même. C'est si elles espèrent signer un contrat régulier avec l'équipe, ben, il faut qu'elles prennent la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas un rôle qui est évident. À l'attaque, ben, tu as déjà 11 attaquantes de signer. Ça veut dire qu'il n'en reste pas gros. Et tu as entre autres une Alexandra Labelle qui a refusé d'aller à New York pour accepter l'invitation de Montréal. Moi, j'ai écrit qu'Alexandra Labelle, c'était son poste à perdre. Pour moi, le poste d'Alexandra Labelle est certain à Montréal, sauf si au camp d'entraînement, elle le perd. Puis je ne pense pas que ça va arriver, mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'elle vient à Montréal, puis elle sait que c'est à elle. Elle a juste besoin d'être Alexandra Labelle, puis le poste, c'est elle qui va l'avoir. Si elle connaît vraiment un mauvais camp d'entraînement, bien là, ça pourrait venir brouiller les cartes. Mais ce qui veut dire qu'une Gabrielle David, qui a joué toute la saison l'année passée, ben, c'est pas certain qu'elle se retrouve une place régulière là, dans l'équipe cette année. Puis peut-être qu'elle aussi va se retrouver sur la liste de réserve ou va peut-être s'en aller avec une autre équipe qu'on a vu l'année passée avec Maude Poulin-Labelle. Tu sais. Donc, Montréal va avoir très, très, très peu de postes. Ça va être quand même un camp d'entraînement intéressant à suivre pour savoir justement qui va avoir ces derniers postes-là, qui va être sur la liste de réserve, qui va accepter d'aller là. Puis du côté des gardiennes de but, ben, tu as Marlène Boissonneau qui revient, mais tu as aussi Tricia Deguire, que j'ai bien connue évidemment avec la Force de Montréal, qui est revenue au jeu cet été après une saison complète hors de la patinoire, où elle a été entre autres la deuxième assistante adjointe, plutôt entraîneur adjoint dans la LHJMQ. Après Daniel Sauvageau, en fait, avec le Phoenix de Sherbrooke. Donc, il a passé cette année-là à continuer à s'impliquer au niveau du hockey, à découvrir une nouvelle carrière, mais son plan A, c'est de jouer au hockey. Ouais. Et elle me disait cet été, j'ai même pas de plan B. Parce que quand on a un plan B, on n'est pas à 100% dans notre plan A. Et elle, son plan A, c'est de garder les buts. Donc, je pense qu'elle va arriver au camp déterminée, puis je serais vraiment pas surpris qu'elle soit cette troisième gardienne de but-là, même si elle ne jouera peut-être pas de l'année s'il n'y a pas de blessés, parce qu'on s'entend que le duo quand même des biens et Chouli est quand même très, très fort à Montréal, même si Desbiens, personnellement, n'a peut-être pas eu les statistiques là, qu'on souhaitait l'an dernier, mais ce duo-là a quand même fait un bon travail. Ce duo-là revient cette année. Donc, le temps de glace va être très, très, très rare pour la troisième gardienne, mais en même temps, c'est une expérience. Tu es dans la ligue et tu fais partie des 23 contrats aussi. Là. On ne parle pas d'une joueuse de réserve. Et ça aussi, ça fait une différence.
Puis, tu sais, justement, quand tu parlais du contexte de joueurs de réserve qu'il faut qui prennent une décision, est-ce que c'est ça qui explique, en fait, le départ de Rosalie Bégincir vers la Suisse cet été? Ben, en fait, c'est surtout aussi le timing des choses. Oui, Rosalie avait reçu une invitation pour Montréal, puis Rosalie a décidé de préférer de signer en Europe. Mais le timing des choses est important parce que Rosalie, dans le fond, si elle voulait débuter la saison en Suisse, il fallait qu'elle parte au mois d'août. Alors que les camps d'entraînement, c'était 3 mois plus tard, c'était au mois de novembre. Là, donc, je reviens au mois d'août, on est 3 mois plus tard. Donc, elle ne voulait pas prendre une chance premièrement, de rien faire jusqu'au mois de novembre, d'arriver au mois de novembre et ensuite de ne pas être prise. Surtout que, tu sais, regarde le discours qu'on vient d'avoir. Il reste quoi? Peut-être une place sur la liste de réserve à Montréal pour Rosalie. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, elle a décidé d'aller en Europe, d'aller en Suisse. En plus, c'est une expérience culturelle et personnelle très intéressante. Ça lui permettait de jouer au hockey plus tôt. Tu sais, moi, j'ai parlé à Amy Fecteau récemment qui me disait « Hey, j'ai hâte de jouer, là. » Elle n'a jamais eu un entre-saison aussi long. C'est long, là. Elle a arrêté de jouer au mois d'avril, au mois de mars. Oui, au mois de mars. Et à part des parties hors concours ou, exhibitions, des journées, des matchs bénéfices, ces trucs-là, ben, elle n'a pas joué une vraie partie depuis. Et là, elle va arriver au mois de novembre, là. Donc, on est 8 mois plus tard, là. Donc, c'est un très long entre-saison. Alors, Rosalie, elle a déjà commencé sa saison en Suisse. Puis, la beauté de ça, c'est la saison se termine quoi, en février à peu près, juste avant la date limite des transactions dans la LPHF, ce qui veut dire un peu comme Liliane Perrault l'an dernier qui jouait en Suède et qui est arrivée comme joueuse de réserve ici à Montréal par la suite. Ben, c'est pas impossible qu'à ce moment-là, tout dépendamment de la nature de l'alignement de Montréal ou d'une autre équipe, s'il y a bien des blessés ou s'il y a des places de libre sur l'équipe de réserve, ben, c'est pas impossible que Bégincir revienne et fasse ses débuts dans la LPHF sous cette forme-là. Et là, l'avantage, c'est s'il y a bel et bien une expansion de 2 équipes l'année prochaine, ben justement, ces joueuses-là qui ont signé 1 an en Europe, Rosalie Bégincir, Alex Sillé, la joueuse de défense, Anne-Frédérique Gay, les joueuses de dernière année dans le RSEQ, Maude Pépin, Jessie-Maude Drapeau. Je suis pas mal sûr qu'aujourd'hui, tout ce monde-là sautait de joie d'apprendre qu'il va y avoir 2 équipes de plus, parce que ça veut dire techniquement 46 contrats supplémentaires, plus 6 dans la liste de réserve. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'année prochaine, ça va peut-être une décision différente pour certaines d'entre elles. Et bien, Rosalie est inclus là-dedans. Oui, bien, écoute, là, on a parlé un peu justement du camp d'entraînement, puis tantôt, quand tu as dit qu'est-ce qui t'intéressait en hockey féminin, c'est que justement, tu trouvais que ça manquait un peu, pas de couverture négative, mais de quelqu'un qui ne voit pas juste tout ça avec des lunettes roses, si on peut dire ça comme ça, tu sais, qui voit un peu l'autre côté. Puis, tu as sorti un article il n'y a pas longtemps, là, sur des liens, je ne sais pas comment le mettre, suspect, si on peut dire ça comme ça, dont, en général, on ne parle pas beaucoup dans les médias, entre l'équipe de Toronto et la sélection de l'équipe nationale canadienne. Fait que j'aimerais ça que tu expliques un peu, tu sais, quand tu as fait cette enquête-là, qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans? Puis moi, la question que je me pose quand je vois ça, moi, quand j'ai lu ton article, j'étais assez choqué que finalement, ça prenne autant de temps pour qu'on en parle, puis que finalement, tu sais, veux pas, ça vient puis ça part. Là. Maintenant, c'est plus un gros sujet avant le début de la saison LPHF. Tu sais, comment ça se fait que on en entend autant pas parler alors que c'est quand même quelque chose de considérable. Oui, en fait, ceci explique cela, tu sais, je veux dire, il y en a qui en parlent, tu sais, si je regarde Yann Kennedy avec le Hockey News, a parlé de cette chose-là également, mais je te dirais qu'il y a un peu un omerta à travers la Ligue de justement parler librement ou de critiquer certaines choses en lien avec la Ligue. Il y a juste 6 équipes, un seul propriétaire. Ouais. C'est une chasse qui est très, très, très gardée. Et il n'y a personne qui va aller on the record pour affirmer ces trucs-là. Mais je te confirme que
off the record ou en arrière-scène, ça se jase beaucoup parce qu'il y a une proximité on la sent, je veux dire, elle est là, cette proximité-là, quand on regarde l'équipe de Toronto, puis équipe Canada. La question, en fait, qui en ressort, c'est est-ce qu'il faut que tu joues pour les Seps de Toronto pour faire partie d'équipe Canada? C'est la question qui a à se poser, puis elle est pertinente, cette question-là, parce que quand tu regardes le nombre de joueuses de l'équipe de Toronto qui a été invitée au camp d'entraînement d'équipe Canada senior, et quand tu regardes le nombre de joueuses qui a fait partie, les alignements de la série de la rivalité sont sortis, il y a 8 joueuses de Toronto, comparativement à 5 pour Montréal, 5 pour Ottawa, et ensuite, bon, les équipes américaines qui ont peut-être choisi un peu plus d'Américaines que de Canadiennes. New York a quand même 3 joueurs, je pense, sur l'équipe canadienne, mais tu vois qu'il y en a quand même plus. L'entraîneur et la DG de Toronto, Troy Ryan, oui, et Jenna Kingsbury, ce sont également les entraîneurs et directrices générales de l'équipe canadienne. Et quand tu regardes un petit peu plus comment les choses se sont passées lors des signatures des joueurs autonomes, mais tu regardes, par exemple, une Daryl Watts qui joue à Ottawa, une Emma Woods qui joue à New York, qui soudainement se retrouvent à Toronto et qui soudainement se font inviter à Équipe Canada alors qu'on les avait jamais vraiment invitées dans les dernières années. Oui, elles ont déjà fait comme bien des joueuses au Canada, elles ont fini par faire des camps de développement à gauche, à droite, mais un vrai camp d'entraînement pour l'équipe senior, ça leur était jamais arrivé. Alors, tu dis, ben OK, elles reçoivent une invitation, elles signent à Toronto. Je pense que c'est légitime de poser la question, est-ce que lors des négociations, il y a quelqu'un qui dit, écoute, si tu signes avec nous, on te garantit une invitation avec l'équipe Canada. Parce qu'oublie pas qu'il y a également un support financier à ça. Si tu fais l'équipe canadienne à un championnat mondial ou aux Olympiques, tu as je ne veux pas dire un remboursement, mais tu as un montant, tu as une somme d'argent qui t'est remise pour ta participation. Donc, il y a un aspect financier dans une ligue où, veut pas, on a beau dire, Renaud, que la LPHF, c'est pour la première fois, les filles peuvent ou les femmes peuvent vivre de leur sport. Ouais. C'est vrai puis c'est pas vrai. Les plus hauts salariés, oui, mais on se rappelle quand même que le salaire minimum est à 30 000, maintenant un petit peu plus là, avec l'augmentation, mais une trentaine de mille en argent américain. C'est pas tout le monde qui peut vivre avec ce salaire-là non plus. Puis il y en a plusieurs, il y en a dans chaque équipe. Dans les 6 équipes l'an dernier, moi, je m'étais renseigné et il y avait des joueuses qui avaient un deuxième travail. Parce que c'était pas assez pour vivre. Donc, quand tu as la possibilité de faire Équipe Canada et de peut-être justement avoir un petit soutien financier supplémentaire, mais ça fait peut-être changer ta décision entre je vais signer à Toronto ou je vais signer à New York ou je vais signer à Montréal. Donc, je pense que oui, cette proximité-là, elle est dérangeante. Il n'y a juste personne dans la Ligue qui va se lever et venir dire quelque chose par rapport à ça parce que il y a un omerta puis personne ne veut vraiment perdre son travail au sein de la Ligue, en tout cas pas à ce moment-ci, à l'aube de la deuxième saison. Fait que c'est pour ça que c'est important que le journalisme a ses raisons d'être, peu importe le domaine. Puis je pense que c'est important que ce genre de dossier-là soit mis de l'avant, puis soit parlé, même si au final, ça ne changera peut-être rien, mais au moins c'est là, c'est disponible, c'est public, et je pense que c'est important de le mentionner. Puis je ne suis pas en train de dire que Troy Ryan et Jenna Kingsbury, c'est des mauvaises personnes, c'est pas ça que je dis, mais pas du tout. Mais en même temps, je questionne simplement la procédure puis comment on fait les choses parce que de mon point de vue à moi, avec les infos que j'ai, avec les commentaires que j'obtiens, puis juste avec les chiffres, mathématiquement parlant, ce qu'on voit dans le nombre d'invitations d'où proviennent les joueuses,
ça ressemble à ça. Et tu le sais, Renaud, souvent, l'impression que les gens vont avoir, c'est pire que si c'était... Tu sais, l'impression est aussi forte que si c'était vrai, là. Ouais. Tu sais, si tu donnes l'impression qu'il y a quelque chose de pas correct, ben, tu peux pas. Dans ce genre de relation-là, il faut que tu sois plus blanc que blanc. Alors, si tu donnes simplement l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose de pas kosher en arrière de ça, ben, il y a quelqu'un qui devrait lever la main, puis il y a une enquête qui devrait être faite au niveau de la Ligue ou au niveau d'Équipe Canada. Je pense qu'il devrait y avoir ces enquêtes-là de fait. Ça ne s'est pas fait. En même temps, il n'y a pas plus eu d'enquête sur le dossier Amanda Kessel. Tu comprends? Amanda Kessel qui, selon toute vraisemblance, puis à toutes les personnes à qui j'ai pu parler, c'était clair qu'elle ne voulait pas être repêchée, puis qu'elle voulait jouer dans un seul marché qui était Boston. C'est pas normal qu'Amanda Kessel ne soit pas repêchée, rendue en 7e ronde. Ouais. Il y a des trucs qui se sont passés. Il y a un travail en arrière-scène qui a été fait. Il y a un agent qui a découragé des équipes de repêcher Amanda Kessel au point où ça a quasiment marché. Puis si ça n'avait pas été de Daniel Sauvageau et de son dernier choix, ben ça aurait fonctionné. Et là, ben, Amanda Kessel a accepté une promotion avec les Penguins de Pittsburgh, puis c'est bien correct, là. Je respecte Amanda Kessel pour la joueuse qu'elle a été, pour la dirigeante qu'elle est en train d'être. Mais est-ce que je trouve ça correct d'avoir commencé ou d'avoir accepté d'embarquer dans le processus du repêchage, sachant qu'elle ne voulait pas jouer dans certains marchés, voire 5 marchés sur 6? Non, c'est pas correct. Et non, ça ne devrait pas arriver. Il faut s'assurer que ça n'arrive plus des situations comme ça, parce que c'est le repêchage qui va perdre sa crédibilité au final. Ouais. Tu sais, pour la première fois, là, on nous a vanté lors du premier repêchage de la Ligue, Renaud, que pour la première fois, les joueuses pouvaient être repêchées n'importe où. Contrairement au repêchage, par exemple, de la CWHL à l'époque, où ben, les joueuses décidaient des marchés où elles voulaient jouer. Là. Ouais. Le repêchage fonctionnait beaucoup par où les joueuses voulaient jouer. Et là, on nous a vanté justement que pour la première fois, c'était pas ça. Mm-hmm. Et pourtant, il y a bien des occasions où ça a fini par être ça. Tu sais, Nathalie Spooner, c'est un dossier que peu de monde parle, mais Nathalie Spooner, qui s'est prévalue d'une clause lui permettant de décider de jouer dans le marché local dans lequel elle est, qui était Toronto. Son dossier a été accepté. Celui de Mélodie Daou n'a pas été accepté, parce qu'elle a fait la demande elle aussi. Celui de Spooner l'a été. Maintenant, on ne nous a jamais expliqué les raisons pourquoi une avait été acceptée et pas l'autre. Peut-être que les joueuses le savent, mais nous, on ne nous l'a jamais expliqué. Et Spooner, à ce moment-là, la règle, c'était, ben, la Ligue va décider à quelle ronde ton équipe va te repêcher. Et ils ont décidé que Nathalie Spooner valait un choix de 4e ronde. Choix de 4e ronde qui a fini MVP de la Ligue, meilleure buteuse, meilleure pointeuse. J'ai de la misère avec ça. Tu comprends? Ouais. Mais bon. Ben, ouais, écoute, je comprends 100%, puis je trouve que c'est vraiment bon qu'au moins, tu sais, il y ait des journalistes comme toi et puis ton collègue à The Hockey News qui sortent un peu de ça, parce que pour moi, si on prend le hockey féminin, tu sais, ce que tout le monde dit en ce moment, là, c'est que le hockey féminin, c'est un hockey pro et c'est au même titre que le hockey masculin, ben, la couverture médiatique qui vient avec, il faut que ça suive cette mentalité-là aussi. Si, dans le hockey masculin, ça fait longtemps là, qu'il y a des sélections pour les Olympiques, pour peu importe, pour Hockey Canada, puis c'est souvent des entraîneurs de la LNH qui choisissent les joueurs. Si cette année, c'est je me souviens plus c'est l'entraîneur de quelle équipe qui sélectionne, mais si lui pousse puis que finalement on arrive au deadline pour les Four Nations, puis que dans l'équipe canadienne, il y a 8 des joueurs, que c'est les 8 Canadiens qui jouaient pour Tampa Bay, admettons, ben, on entendrait parler partout. Fait que là, quand il y a des trucs comme ça qui se passent, que ce soit avec le repêchage ou bien avec des sélections d'équipes, c'est important quand même de rendre une couverture correcte de ça aussi, puis d'en parler, là, même si c'est plus négatif. Tu as raison qu'on en parlerait. Ça a pas, selon moi, ça n'a pas la même portée, par contre, parce qu'on parle quand même de joueurs qui gagnent des millions par année, qui gagnent probablement pas un sou de plus pour jouer la Coupe des 4 Nations ou très peu, alors que du côté féminin, c'est autre chose. T'sais, le support financier d'Équipe Canada, si tu finis par faire l'équipe, est beaucoup plus important sur l'enveloppe salariale totale qu'une joueuse peut faire dans une année
que si que l'équivalent, mettons, pour la Coupe des 4 Nations, comme tu parlais, ou les Olympiques du côté du hockey masculin. Mais effectivement, moi, je pense que l'important, c'est de traiter le sport comme un sport professionnel qui vient avec ses bons côtés, puis qui vient avec ses critiques, puis qui vient avec ses questions. Tu sais, j'ai pas hésité à faire un article l'année passée sur Corey Cheverry et à quel point, en début d'année, elle nous avait dit « Je vais l'apprendre le français », puis qu'à la fin de l'année, elle était devenue cette chouchou-là des médias où, à chaque point de presse à Montréal, on attendait qu'elle débute son point de presse avec quelques mots en français, au point de faire une entrevue au complet en français. Mais moi, j'ai trouvé ça inspirant, j'ai trouvé ça cool, parce que on sait que le français est important ici au Québec, puis on se l'est fait dire souvent, faites-vous-en pas, je vais l'apprendre le français, puis ça arrive rarement. Et elle, ben, elle est passée de la parole aux actes. Je n'ai pas hésité à écrire un article au complet sur Corey Cheverry parce que je trouvais ça important de le faire. Fait que, tu sais, ça vient, une couverture d'une équipe comme ça, comme une équipe professionnelle ou d'une ligue professionnelle, ben, il faut que tu sois capable de parler de tout. Il faut que tu aies un sens critique. Il faut que tu sois capable de parler des bons côtés comme des mauvais côtés. Puis, moi, j'ai comme plusieurs chapeaux là-dedans. Je vais rapporter des faits, je vais avoir mon opinion également. Donc, j'ai des rôles, des fois des doubles rôles qui se chevauchent. Mais en même temps, l'important, je pense, c'est de le faire avec professionnalisme et de le faire également avec de le faire de la bonne façon. Puis que quand c'est positif, ben t'en parles. Quand c'est négatif, ben t'en parles aussi. Puis des fois, c'est les deux pour le même sujet. Puis moi, je trouvais ça important de le faire parce que juste de dire, ben on veut que ça fonctionne, puis on veut que ça marche, le hockey féminin. Donc, je vais oublier qu'il y a des trucs négatifs, puis uniquement parler de comment c'est beau, bon, puis le fun, ben, pour moi, c'est pas de même que tu vas faire avancer ton sport non plus. Puis, ben, c'est un peu mon opinion là-dessus. Écoute, pour finir le podcast, là, je veux te lancer sur un sujet qui est pas mal plus du style le fun, là, un peu moins sérieux que toutes ces allégations. Ben, en fait, c'est ton enquête sur Toronto. Je voulais te parler, là, quand la Victoire de Montréal ont changé de nom, toi, tu as sorti un article qui disait que le logo, bon, ça allait, mais tu avais quelques problèmes avec, notamment qui ressemblait beaucoup à un ancien logo des Alouettes, puis que le nom, finalement, à cause de l'utilisation médiatique, pour toi, ça marchait pas du tout. Fait que je me demandais, tu sais, maintenant que tu as eu 3-4 semaines pour un peu digérer la déception, est-ce que ton opinion reste pareille? Puis ça serait quoi un peu c'est quoi tes attentes, admettons, pour les jerseys qui arrivent bientôt? Là, tu sais, si on te laissait toi le faire, qu'est-ce que tu aimerais voir? Comment est-ce qu'il pourrait se rattraper pour toi? Tu peux pas te rattraper. C'est impossible. Le nom est là. C'est maintenant ton branding. Fait que tu peux juste aller de l'avant, là. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que c'est une occasion manquée parce que ça fait 1 an qu'ils travaillent là-dessus et au final, on a ce résultat-là qui a été reçu sévèrement par la critique. Puis c'est pas vrai que, tu sais, je veux dire, j'ai parlé à plein de monde, là, des fans, des non-fans, des gens des médias. Il n'y a pas personne que leur première réaction, ça a été « Wow, quel bon nom! » On va tous s'habituer, Renaud, tu comprends? Ouais. Tu sais, quelqu'un m'a posé comme question, puis ma réponse a été crue. Puis j'ai pas de problème à te la dire, parce que tu vas comprendre pourquoi je la dis comme ça. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu penses que ça va venir diminuer la vente des billets pour l'équipe? Et je suis comme fait, mais absolument pas. Cette équipe-là pourrait s'appeler la marde de Montréal. Et la Place Belle va être remplie pareil. Parce qu'il y a un engouement pour le hockey féminin, puis les fans vont être au rendez-vous. C'est pas ça qui va les arrêter. Puis, tu comprends, là, c'est un exemple très exagéré là, de l'appeler ainsi, l'équipe. Mais pour moi, peu importe, c'est juste pour exprimer que peu importe le nom que l'équipe aurait eu, ça n'aurait eu aucun impact sur la vente de billets. Maintenant, est-ce que ça va avoir un impact sur la vente de chandail? Non. Parce que l'année passée a démontré que juste avec un nom de ville sur un chandail,
les gens voulaient l'acheter. Puis le logo aussi avait quand même été, tu sais, le nom, j'ai vu beaucoup de critiques, mais le logo, je trouve que les commentaires étaient pas mal plus positifs quand même dessus. C'était, ben oui, absolument. Je veux dire, à part le fait que je trouvais que ça ressemblait au logo des Alouettes des années 70 à l'envers, ça voulait pas dire que j'aimais pas le logo. J'aime beaucoup plus le logo que j'aime le nom. Pour moi, les Seps de Toronto ont eu le meilleur logo, puis Montréal arrive probablement deuxième. Mais au final, il va se vendre des chandails, puis il va se vendre la marchandise, tu comprends? C'est juste que je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas trouvé un nom qui soit, un, plus représentatif de la ville, et deux, plus facile à brander, excuse-moi l'anglicisme, pour principalement les médias. Parce que c'est sûr que il va y avoir... encore, là, je lis... Aujourd'hui, là, on parlait de Québec. Puis j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui dit fait que l'équipe à Québec va s'appeler la défaite de Québec. T'sais, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Puis j'ai même pas fait un gag là-dessus dans aucun de mes articles encore. Fait que tu sais, c'est même pas. Je vais en revenir, comme tout le monde va finir par en revenir. Puis je ferai pas des jeux de mots pendant un an de temps non plus là-dessus. Tu sais, j'ai un travail à faire. Puis à un moment donné, tu sais, est-ce que ça va m'arriver de le faire une fois? Peut-être. Mais en même temps, c'est pas ça le point. Le point, c'est juste, je trouve que c'était pas le nom, le nom qu'on aurait voulu. Il y aurait eu des critiques. Tu sais, il y a des gens qui disent, ben, peu importe le nom, ça aurait été critiqué. Oui, puis non. Il y a des noms qui auraient eu moins de critiques que d'autres. Oui, ça aurait été critiqué parce que les gens, on est dans une société où les gens critiquent toujours tout. Mais est-ce que ça aurait été plus positif que... Regarde, le logo, ça a été plus positif que négatif. Est-ce qu'un autre nom... Moi, j'avais suggéré... on n'était pas loin en plus, là, les Victoria de Montréal. Parce que Victoria, c'est un nom féminin. Il y a déjà une équipe de hockey qui s'est appelée ainsi à Montréal. Les premiers vainqueurs de la Coupe Stanley à Montréal, ça a été les Victoria de Montréal. Est-ce que le pont Victoria, la reine Victoria, le square Victoria, il y a quand même beaucoup de références à Victoria à Montréal. En latin, ça veut dire victoire. Mais le problème, je pense qu'il y a eu, Renaud, c'est des anglophones qui ont pris les décisions finales. Et moi, j'ai parlé à certains anglophones et des collègues journalistes qui, eux, me traduisaient la victoire de Montréal par Montreal Victory. Et c'est pas la bonne traduction. Non, parce que ça. Montreal Victory, le mot victory est plus proche d'un triomphe. Ouais. Et à la limite, le triomphe de Montréal, j'aurais peut-être aimé plus ça. Ça fait plus noble. Mais c'est pas ça la bonne traduction. Quand je leur ai expliqué que pour nous, en français, quand on va couvrir l'équipe, puis qu'on parle d'une, on va parler, mettons, d'une victoire de l'équipe, c'est comme si l'équipe s'appelait The Montreal Win. Ouais. Et qu'en anglais, ça sonnerait comme, je sais pas moi, 2 losses in a row for the Montreal Win. Ouais. Et là, il faisait comme, mais ça n'a pas de sens. Mais je le sais, ça n'a pas de sens. Puis là, il comprenait pourquoi, en français, on avait été plus critique par rapport au nom que le milieu anglophone. Et je suis persuadé qu'au niveau de la Ligue, il n'y a pas beaucoup de francophones qui ont eu leur mot à dire dans le choix final. Puis, ben, c'est le nom qu'on a choisi. Comme je te dis, là, on vient d'en parler pendant 6 minutes. Je pense qu'on va en revenir. Tout le monde va en revenir, puis on va passer à un autre dossier. Puis c'est sûr qu'à l'interne, l'équipe de Montréal, ben, elle, tu sais, la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, par exemple, c'est pas elle, là. Son mot, là, c'est pas elle qui a décidé du nom, là. Non. Mais elle est pognée avec ça, là. Elle, il faut qu'elle fasse du branding, il faut qu'elle fasse du marketing avec ce nom-là. Mais en même temps, quand quelques jours après, on fait un post sur les réseaux sociaux pour trouver des synonymes à la victoire de Montréal, tu sais, mettons, la victoire remporte la victoire, puis on commence à trouver des synonymes, je trouve qu'on est déjà en damage control. On est déjà en train de gérer une situation que si on avait eu un autre nom, on ne serait peut-être pas en train de faire ça. Mais bon, le nom, il est là. Puis, il va y avoir des jerseys partout à Place Belle avec ce logo-là et ce nom-là. Puis, ben, nous, les médias, on va finir par en retenir. Puis, on va passer à un autre sujet, c'est sûr et certain.
Ouais, c'est ça. Écoute, je trouve ça dommage parce que quand on parle, tu sais, avec Jules, on a fait un segment où il fallait qu'on classe chacun, tu sais, c'est quoi nos six préférés. Puis si on parle vraiment d'un point de vue artistique, tu sais, sans tous les trucs de médias derrière, moi, je trouve que c'est super beau comme nom, mais tu peux pas en parler sans justement prendre cet aspect-là en considération. Là, tu sais, c'est pas juste une pièce d'art dans un musée, tu sais, c'est quelque chose que justement, il faut qu'on en parle. C'est une équipe de sport, tu sais, tu peux pas enlever le contexte. Puis, écoute, je te laisserai avec une dernière question de prédiction. À ton avis, pour le chandail, est-ce qu'on s'attend au même chandail qu'année dernière, sauf avec le logo de la victoire à l'intérieur, ou bien ils vont essayer d'aller prendre un petit peu plus de risques? Ben, je pense qu'on va voir peut-être un petit peu plus de bleu, peut-être, OK. étant donné que le logo. Tu sais, moi j'aime que le Canadien de Montréal, c'est bleu, blanc, rouge, puis que la Ouais. victoire, c'est bleu, beige, rouge, Ouais. ou bleu, tu sais, bleu, beige, rouge vin, peu importe, là. Je suis pas le meilleur dans les palettes de couleurs dans une quincaillerie, là, mais en même temps, je pense que je serais pas surpris de voir un petit peu plus de bleu que l'an passé. J'aime ça. Ça représente Montréal, bleu, blanc, rouge, c'est les Alouettes également. Il y a Ouais. le CF qui est différent, mais bon, t'as quand même ce passé-là des Maroons qui est là, puis que la Force de Montréal aussi avait endossé à leur saison. Je m'attends peut-être ça, mais sinon, je pense que ça va relativement être similaire à l'an passé, mais avec le logo de la victoire. Mais je m'attends peut-être juste à avoir un petit peu plus de bleu. Ben écoute, Pat, merci beaucoup d'avoir pris le temps le mardi soir. Ça a été vraiment intéressant de te Un parler, plaisir. t'écouter pendant une heure. Puis on se recroise cette année dans les arénas de U-Sport. Là. Bonne soirée, merci. Mais 100%, n'importe quand tu me fais signe, ça me fait plaisir de venir te jaser. Merci, bonne soirée, Pat. Bye bye.